Nicolas Tenzer, bonjour. Bonjour. Vous êtes géopolitologue enseignant à Sciences Po. Je rappelle votre dernier livre, c'est aux éditions de l'Observatoire. Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique. Vous êtes spécialiste de ce que l'on appelait avant le bloc de l'Est. Et on parle bien sûr de l'Ukraine ce matin. On parle de plus en plus régulièrement de négociations de paix. Il y a une perspective immédiate, c'est l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et sa promesse de paix en 24 heures. On en a beaucoup parlé. Mais je voudrais commencer par vous interroger sur cette déclaration de Sergueï Lavrov, qui est le patron de la diplomatie russe et qui affirme à plusieurs reprises nos collègues français ont lancé des appels par le biais de canaux confidentiels. Laissez-nous aider, établissons un dialogue sur la question ukrainienne, d'ailleurs sans l'Ukraine. Est-ce que c'est plausible? Et si c'est vrai, est-ce que ce serait un tournant ou un comportement ambigu, comme le dit lui-même Lavrov? Alors, il y a deux choses. D'abord, effectivement, Lavrov a l'habitude de mentir, comme l'ensemble des responsables russes, et il a toujours l'intention de diviser les alliés, c'est-à-dire d'appuyer là où ça fait mal. Et c'est vrai que moi, je le vois, je voyage quand même énormément, je rencontre des responsables dans des pays d'Europe centrale et orientale, pays nordiques. Il y en a beaucoup qui se disent, mais est-ce que Emmanuel Macron, dans son revirement depuis le discours de Bratislava du 31 mai 2023 et sa déclaration du 26 février 2024 proposant d'envoyer aussi éventuellement des troupes en Ukraine, est-ce qu'il est totalement sincère? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qui retourne à, vous savez, aux failles d'avant, hein, c'est-à-dire il faut accorder des garanties de sécurité à la Russie, les peuples frères, il ne faut pas oublier la Russie, etc. Bon. Et donc il y a toujours... Et donc, en fait, les Russes le savent, et comme il y a à un certain moment ces interrogations ou ces suspicions, même si Macron est quand même clairement passé aujourd'hui dans un soutien fort à l'Ukraine, vous avez cette idée-là qui revient. Et donc, il joue là-dessus pour diviser profondément les alliés. Parce que discuter de la paix avec la Russie et sans l'Ukraine, ce serait tourner le dos. Alors attendez, si la France devait faire cela, c'est-à-dire que si vous aviez des émissaires spéciaux du président de la République qui devaient discuter avec les Russes, je trouverais ça personnellement totalement inadmissible et scandaleux. Je vais être totalement clair là-dessus. Parce que dans le même temps, on a eu Vladimir Poutine je n'y crois pas, mais si cela devait être, encore une fois, ce n'est absolument pas pensable. D'abord parce qu'on ne discute pas avec un criminel de guerre, quelqu'un qui est quand même, Poutine, poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, et que la police française et 124 autres polices dans le monde sont obligées d'arrêter, et que deuxièmement, parce que l'idée même aujourd'hui de négocier avec la Russie me paraît quelque chose d'extraordinairement dangereux. Je pense que les Européens, et la France en particulier, doivent être sur une ligne claire. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. Les territoires ne sont pas négociables parce que dans ces territoires que la Russie possède aujourd'hui, enfin possède, plutôt occupe aujourd'hui... Les territoires annexés, les territoires conquis... Voilà, exactement, les 4 régions, que ce soit la Crimée, que ce soit une partie du Donbass, région de Kherson, etc. Vous avez des hommes et des femmes qui sont chaque jour déportés, notamment des enfants, des femmes qui sont violées, des hommes ou des femmes ou des enfants qui sont assassinés, qui sont torturés. Donc la réalité, c'est que si on donne à Poutine, on lui laisse une partie de ces territoires-là, ça veut dire qu'on lui laisse en quelque sorte un permis de tuer. Et moi, je trouve que c'est inacceptable. Donc encore une fois... Alors, ça vous choquerait, si je comprends bien, qu'on puisse négocier ainsi avec Poutine. Mais si je suis bien vos dernières déclarations, Nicolas Tenzer, vous trouveriez même ça un peu idiot parce que la Russie est en faillite, parce qu'on sent qu'à l'intérieur de la Russie, l'économie c'est extrêmement compliqué. On pourrait parler de cet autre revers qui est finalement la chute de Bachar al-Assad, son principal allié au Moyen-Orient. En fait, Poutine va mal, ce serait idiot de lui faire des concessions aujourd'hui. Bien sûr, ce serait... Alors, encore une fois, d'abord, ce serait très dangereux parce que ça donnerait... Vous avez évoqué, effectivement, j'ai écrit un long article là-dessus récemment, vous avez évoqué cette faillite de la Russie, hein. Je ne vais pas rappeler tous les chiffres, taux d'intérêt 25 ou 30% pour les particuliers et les entreprises, inflation de fait à quasi 20% de faillite d'entreprises cette année, le rouble qui dégringole. Donc, tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, ce serait absurde, c'est-à-dire qu'il faut plutôt aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, il faut terminer le travail, comme on dit. Il faut terminer le travail parce que la Russie est affaiblie, mais qu'elle a encore les moyens quand même pour peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, je n'en sais rien, de taper et de faire du mal à l'Ukraine. Et puis on voit tout simplement qu'effectivement, le cas de la Syrie montre qu'un peuple tout seul, parce que le peuple syrien, c'est tout seul qu'il s'est libéré. Il y a juste eu peut-être un feu vert de la Turquie, mais ce n'est pas la Turquie qui a aidé le peuple syrien. Elle est même arrivée un peu tardivement. Voilà, mais finalement, Poutine n'est pas invincible, si je vous suis bien. Il n'est pas invincible. Et puis, effectivement, vous regardez le peuple géorgien qui, aujourd'hui, tous les jours, depuis 25 jours, se mobilise tous les soirs
pour dire, attendez, le régime actuel, il faut le renverser, ce régime pro-russe. Toutes les sanctions sur lesquelles on a dit à quoi ça sert, c'est inutile, c'est trop peu, machin, peut-être que ça les sanctions marchent, les sanctions marchent. On verra dans le temps, dans l'actualité, Nicolas Tenzer, il y a ce crash au Kazakhstan d'un avion azerbaïdjanais. Et cette piste reprise à l'international démentit, du moins pondérée par Moscou, la possibilité d'un missile russe en cause. Est-ce que c'est possible? C'est vrai que les défenses aériennes tournent à plein, mais est-ce que c'est possible? Ça paraît aujourd'hui l'hypothèse la plus probable. Je dis, elle n'est pas certaine, encore une fois. Ça, il faudrait avoir des résultats d'une enquête internationale impartiale, transparente, si jamais elle a lieu, et c'est loin d'être certain quand on voit les paris impliqués. Mais aujourd'hui, quand on voit effectivement les impacts de balles, effectivement, enfin plutôt de débris de missiles, qui sont des missiles antimissiles sur la dérive de l'appareil, c'est-à-dire derrière cette partie qui est d'ailleurs, elle, est intacte à la différence de l'avion. Quand on voit aussi le fait qui est quand même très troublant, pourquoi est-ce qu'on a demandé à cet avion de parcourir 300 km pour traverser la Caspienne, pour aller se poser du côté du Kazakhstan, alors qu'il y avait 3 autres aéroports pas loin de celui de Grozny dans la République fédérale de Tchétchénie. Là, on parle d'interférences de GPS et de brouillage. Voilà, il y a peut-être eu ces éléments-là, mais enfin tout ceci paraît extrêmement compliqué. Et puis surtout, le vrai sujet, c'est que vous voyez que quels sont les pays qui vont conduire l'enquête. Alors, vous allez avoir le Kazakhstan, alors qui a quand même dans l'espace, l'ancien espace soviétique, qui est membre de l'organisation du traité de sécurité collective, la petite OTAN russe, même si le président Tokayev, le président kazakh, entend se distancer de Moscou, il reste malgré tout dans l'orbite. Quant à l'Azerbaïdjan, avec le président Aliyev, vous avez un qui s'est rapproché considérablement de Moscou. On peut penser qu'il fera tout pour effectivement essayer de faire taire cette enquête et qu'il va y avoir des pressions de Moscou. Est-ce que le Brésil, qui est le pays qui a fabriqué l'avion, l'Embraer, est-ce que les motoristes, qui sont probablement d'autres pays aussi, vont avoir accès aux boîtes noires? Pas sûr qu'on sache un jour. Voilà, donc on a toutes ces questions-là, mais aujourd'hui, encore une fois, c'est une hypothèse. Alors encore une fois, c'est une erreur, mais ça pose des vrais problèmes de sécurité, évidemment, pour les avions dans l'ensemble de ces zones de conflit. C'est-à-dire que on a 38 morts quand même dans le bilan de ce crash, et on a concrètement aujourd'hui cette idée que la guerre touche le monde civil au-delà du terrain de conflit. Bien sûr, il y a énormément de civils victimes de la guerre en Ukraine, mais plus largement, je repense à ce vol du 1er octobre, qui est un vol Air France qui survole... Alors là, on est dans un autre conflit. On a l'Iran qui envoie une attaque en visant Israël, et on a des pilotes Air France qui affirment avoir vu des missiles depuis leur cockpit. Là, il y a deux mondes qui s'entrechoquent, Nicolas Tenzer. Oui, absolument. Et on a effectivement, d'ailleurs, des risques évidemment très très importants pour les avions. Donc, d'ailleurs, à la suite de cela, d'ailleurs, il y a un certain nombre de vols qui ont été annulés. Je veux dire, ou en tout cas des routes aussi aériennes qui ont été changées. D'ailleurs, souvent accroissant d'ailleurs le coût aussi, je dirais, des vols pour les passagers, et mettant en péril aussi, je dirais, non pas en péril, mais en tout cas faisant poser des charges supplémentaires sur les compagnies aériennes. Donc, évidemment, vous avez ces deux mondes qui s'entrechoquent, comme vous le dites. Là, on est quand même sur quelque chose d'un tout petit peu différent. Parce que là, on est quand même on se demande pourquoi une compagnie, je dirais, a pris quand même ce risque. Parce qu'on sait que la compagnie, encore une fois, Azerbaijan Airlines est une compagnie sérieuse. Je veux dire, c'est une compagnie qui n'a pas du tout de mauvaise réputation. Pourquoi qu'elle a pris le risque d'aller atterrir à Grozny, donc partie de la Fédération de Russie, à ce moment-là? Ça paraît complètement aberrant, parce qu'on sait très bien que vous avez ces défenses antiaériennes, parce que tout simplement, les Ukrainiens, d'ailleurs ils ont raison de le faire, répliquent en envoyant des drones de plus en plus loin sur le territoire russe. Voilà. Je reviens sur le terrain est-européen que vous connaissez très bien. La Finlande a ouvert une enquête pour sabotage. Helsinki s'interroge sur le rôle d'un pétrolier en provenance de Russie, soupçonné d'être à l'origine, le jour de Noël, d'une panne sur un câble sous-marin électrique qui relie la Finlande à l'Estonie. Là aussi, dans la mer Baltique, on a cette idée de l'économie impactée, de la vie des civils impactés par le conflit. Alors oui, bien sûr. Alors derrière cette histoire, il y a deux choses. Il y a d'abord quelque chose qui n'est pas nouveau, parce que effectivement, les câbles, je dirais, coupés dans cette région du monde, vous en avez eu encore il y a à peu près un mois. Et là, l'accusation portait directement sur un navire chinois, qui aurait peut-être agi d'ailleurs pour le compte effectivement de la Russie. J'allais vous poser la question. Voilà. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là les... tout simplement, aujourd'hui, vous avez, je dirais, une liberté de navigation aussi, malgré tout, dans
un certain nombre de... Non, mais qu'est-ce qu'il viendrait faire dans ce conflit? Alors, tout simplement, la Chine aide quand même beaucoup la Russie. Qu'aujourd'hui, vous avez une visée de Xi Jinping, qui n'était pas du tout le cas de ses prédécesseurs, Hu Jintao, Jiang Zemin, une visée beaucoup plus, disons, destructrice de l'ordre international, qui essaye de remettre en cause. On sait très bien que les Chinois sont aussi à l'origine d'un très grand nombre de cyberattaques. Donc vous avez des intérêts communs, malgré tout, entre la Russie et la Chine aujourd'hui. Donc on peut parfaitement imaginer que vous ayez effectivement une sorte de complicité. Alors dans le cas des Chinois, ils espéraient vraisemblablement ne pas être pris, les Russes sans doute aussi, mais là ça pose un deuxième problème, c'est-à-dire que ce navire-là, c'est un navire qu'on appelle navire fantôme, qui appartient à cette flotte de pétroliers fantômes notamment, qui aujourd'hui sont sous sanction de la part de l'Union européenne. Et donc c'était très intéressant de voir le communiqué d'ailleurs de Kaja Kallas, la haute représentante maintenant pour la politique européenne de sécurité, ancienne première ministre d'Estonie, Oui, qui dénonce d'ailleurs précisément cette flotte, les actions de cette flotte. Le vrai sujet, c'est qu'on sait parfaitement que vous avez une grande vulnérabilité, et pas uniquement dans la mer Baltique, une grande vulnérabilité de ces câbles sous-marins. Et par ces câbles sous-marins, y compris ceux qui passent sous l'Atlantique et qui vont relier l'Europe et les États-Unis, par exemple, vous avez énormément d'informations. Donc si vous avez un certain nombre de câbles qui sont coupés, une partie de tout notre système de transmission de données, y compris de transmission de données interbancaires, peuvent être effectivement aujourd'hui interrompus. Enjeu économique, enjeu civil, mais enjeu et vulnérabilité, parce que vous savez, je dirais, l'enjeu de la guerre aujourd'hui, c'est pas uniquement un enjeu militaire, c'est que derrière, si vous mettez à plat une économie, ou tout un système de transport, tout un système, les systèmes bancaires, mais vous créez un danger réel sur les citoyens. Vous savez, même quand je parlais, vous avez des cyberattaques sur les hôpitaux. Et derrière, vous pouvez avoir des salles d'opération qui cessent de fonctionner, donc vous avez des vies humaines en cause. Merci beaucoup Nicolas Tenzer. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour y voir plus clair. Je rappelle que vous êtes géopolitologue enseignant à Sciences Po. Je rappelle aussi votre livre « Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique ». C'est à lire et c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin.